Non, ça va, ça va. C'est bon? Ça va. Je voudrais demander votre indulgence pour 2 minutes. 2 minutes, le temps que mon document pour le propos liminaire me parvienne. Bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les exécutifs de l'activité centrale, toute la presse nationale et internationale a répondu à votre invitation. Vous avez la parole pour votre propos liminaire et ensuite on passera aux échanges. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation, de l'occasion que vous nous offrez ainsi d'analyser avec vous les événements majeurs de l'actualité politique nationale et de faire connaître à l'opinion notre position, notamment à propos de la décision prise par le président Laurent Gbagbo le 9 août 2021 d'abandonner la bataille qu'il mène depuis 10 ans contre le pays et de créer un autre parti avec le même contenu. Mais avant tout propos, au nom du pays, au nom personnel, je suis bienvenu au président Laurent Gbagbo. En même temps que notre fierté pour le triomphe de la vérité et pour son acquittement. C'est l'occasion d'adresser nos vives félicitations et notre reconnaissance à toute l'équipe des avocats du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé pour les efforts hors du commun déployés pendant toutes ces années afin de faire éclater la vérité et triompher le droit. Nos remerciements s'adressent en particulier à la population ivoirienne qui a vécu au rythme des péripéties de cette longue procédure judiciaire, à la diaspora ivoirienne partout où elle se trouve, pour avoir battu le pavé ces 10 dernières années en vue de faire barrage à l'injustice, à tous les anonymes qui ont vécu dans leur chair, chacun à son niveau, cette grave injustice faite à un homme et à son pays, à toute l'Afrique. S'il avait permis de nous rencontrer, parmi nous, le compatriote, le compagnon de lutte, le fondateur du FPI. Malheureusement, depuis son retour en Côte d'Ivoire, mes demandes d'audience en vue de lui souhaiter la bienvenue et de lui donner les nouvelles du pays et du parti sont restées sans suite. Au contraire, le 9 août 2021, devant un parterre de cadres de la dissidence regroupés au sein d'un prétendu comité central, le président Laurent Gbagbo a parlé. Certainement trop parlé. Trop, non pas à cause de la longueur du temps de parole ou du flot de sujets abordés, mais en raison du caractère désastreux du discours, tant dans sa forme, dans le fond, que de son empreinte historique. Dans la forme, le père de la démocratie ivoirienne nous a fait vivre un scénario digne des dictatures du siècle passé. Le monologue du timonier, un applaudissement orchestré, suivi d'une déclaration écrite d'avance pour chanter les louanges, célébrer son génie et réaffirmer l'indéfectible attachement de son peuple. Les soi-disant membres du comité central n'ont pas eu droit à la parole. Leur opinion sur la grave décision que le président Gbagbo leur devait prendre importe peu. Dans le fond,
Le discours a choqué de nombreux militants et démocrates par son caractère mesquin, méprisant, égocentrique et patrimonial. En décidant d'aller créer un autre parti, de ne pas s'engager dans une bataille juridique et de contourner la pierre, Laurent Gbagbo reconnaît implicitement qu'il n'est pas le président du FPI. Pourquoi, pendant 7 ans, s'est-il donc prévalu de ce titre pour semer la confusion au sein de l'opinion, entretenir cette crise de leadership, endosser des déclarations en cette qualité, entretenir sur le terrain des structures parallèles et illégales qui utilisent les symboles du parti et organisent des manifestations sans la caution du parti? Il a causé au FPI un grave préjudice moral et politique, aussi bien à son image, sa crédibilité qu'à ses résultats électoraux. De son fait, notre parti est aujourd'hui affaibli. Gbagbo a choisi la rupture, le schisme. C'est son choix. Nous ne l'avons pas voulu. Nous avons tout fait pour l'éviter. Il emporte la responsabilité politique, la responsabilité morale, la responsabilité totale, la responsabilité exclusive devant nos militants, nos concitoyens et devant l'histoire. Mais en rompant le lundi 9 août avec le FPI, le président Gbagbo a finalement pris la mesure de l'impasse politique personnelle dans laquelle il se trouvait en opposant à la légalité une soi-disant légitimité autodécrétée, autoproclamée. Il a pris acte d'une réalité qui s'impose à lui. Désormais présent en Côte d'Ivoire, il lui serait de plus en plus difficile d'agir par procuration, de jouer à cache-cache avec le caillou de la loi. Cette rupture, Laurent Gbagbo l'a actée avec ses arguments et ses mots à lui. Un mélange d'égocentrisme, de faits falsifiés pour exposer à l'avenir public et de dédain pour ma personne. Laurent Gbagbo a décidé de me combattre à cause de mes louvoiements, c'est-à-dire des hésitations, tergiversations, errements, indéterminations. Il dit, et je le cite, « J'étais en prison à La Haye quand j'ai appris ces louvoiements. Quand les camarades en ont eu marre de ces louvoiements, ils m'ont appelé pour me dire « Il faut être candidat au Congrès et puis on va lui arracher le parti. » C'est comme ça que j'ai appelé à Souadou pour lui dire « Va faire ma campagne. » Il, c'est-à-dire Rafi, a compris que c'était pour être enlevé. Donc, il a annulé le congrès. Donc, j'ai compris définitivement que ce monsieur, lui aussi, était définitif dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit, bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre de nous. Fin de citation. Ainsi, informé de mes louvoiements par ses camarades, Laurent Gbagbo a décidé de m'arracher le parti sans même chercher à m'entendre, sans me donner l'occasion de m'expliquer et de me défendre. Comment pouvait-il se faire une opinion objective du dossier s'il refuse d'écouter l'autre partie? Pourquoi une telle attitude? Quel est ce modèle de leadership? Cette attitude est loin d'être isolée et elle renseigne sur la gouvernance de l'État sous l'ère Gbagbo et les raisons du drame du 11 avril 2011. Le président Laurent Gbagbo dit en outre avoir Souadou, alors en exil à Accra, pour être son directeur de campagne. Et pourtant, il s'est gardé de faire expressément acte de candidature, laissant le soin à 4 secrétaires généraux de fédération, initiateurs de l'appel de Mama, de déposer devant le comité de contrôle non pas un dossier de candidature, mais une proposition de candidature sans la demande manuscrite du candidat exigée par le comité de contrôle. Toutes ces années, j'ai usé de tous les moyens pour le rencontrer afin de trouver avec lui une issue à la crise sans succès. Et pourtant, régulièrement, il recevait les animateurs de la dissidence, les confortant dans leur entreprise. Lorsque certains camarades me faisaient défection
il leur ouvrait grand la porte. À l'inverse, il refusait les demandes d'audience de certains autres, des compagnons de longue date, parce qu'ils étaient proches de moi, les régnant parfois jusqu'après leur mort, uniquement afin de faire le vide autour de moi. À ma sortie de prison, mon engagement à remobiliser les militants en vue d'assurer la pérennité du parti a été présenté comme une volonté de tourner la page de Gbagbo. La poursuite du dialogue engagé par la direction intérieure pendant que j'étais en prison pour appuyer la sociopolitique et favoriser la résolution des problèmes que vivaient les militants du parti est devenu du jour au lendemain un acte de trahison et violemment condamné. On fait croire que j'ai un deal avec le régime, feignant d'ignorer le boycott du RGPH 2014, le boycott du référendum constitutionnel de 2016, la marche de la colère 2017, la désobéissance civile en 2020, ainsi que dans le rôle d'opposant politique, toutes ces prises de position, des meetings, conférences de presse, interviews, etc. On m'a accusé d'avoir été reçu en secret par le président français François Hollande, alors que cette rencontre a réuni dans le grand salon de la résidence de France tous les leaders de l'opposition, RPP avec feu le président Laurent Donafologo, leader avec Olivier Mamadou, URD avec Daniel Boni-Clavé, UDC avec Mel Théodore, MNC avec Apia Cabran, le FPI étant représenté par moi-même, par Danon Didier et Michel, etc. Toutes ces années, j'ai laissé faire. J'ai toléré, guidé par un unique objectif, laisser une chance à l'unité du parti. J'ai subi les mensonges, les propos diffamatoires, les torrents de haine et de boue, colportés par ceux-là même qui se réclamaient de lui. Toutes les manœuvres ont été employées. Avec le temps, j'ai compris bien sûr les fondements de cette intransigeance et de cette attitude. Ce n'est pas la justesse de mon action, ni la pertinence de ma démarche qui était en cause. Cette attitude était dictée par une seule raison. Cette même raison qui aujourd'hui conduit à la rupture. Le refus du président Laurent Gbagbo de tolérer l'émergence d'un leadership que le sien. Et cela, même si cette autre personne l'a loyalement servi, l'a payé par moment de sa liberté. Cela, même lorsque les circonstances politiques et la situation l'empêchaient du fait d'exercer un leadership quotidien. Un argument, un seul, a été évoqué par le président Gbagbo pour justifier sa décision de quitter le FPI et de fonder un autre parti. J'aurais pris le FPI en otage et je lui ferais du chantage. Comment? Lui-même explique le crime de lèse-majesté que j'aurais commis au cours de la rencontre qu'il a bien voulu accepter de m'accorder le 3 janvier 2020, après plus de 5 ans de vaines tentatives. Et je le cite. Il y a eu un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Il a parlé et il a sorti un document où il posait des revendications. Il posait des revendications le concernant, lui. C'est-à-dire, si la présidente du parti, lui, il doit devenir premier vice-président en assurant l'intérim totalement. Alors moi, je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas du pays qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Aswadou, je leur ai donné la fille et puis je suis parti à la maison. Mais ma décision définitive était prise. J'ai dit on ne peut rien faire avec lui. Donc c'est à moi, Afi parle comme ça. Je dis bon, un jour si Dieu le visite, peut-être qu'il laissera tomber sa proie. Et il n'a pas changé. Fin de citation. Devant les membres et partenaires de EDS, Laurent Gbagbo s'est fait plus agressif. J'ai proposé de quitter le FPI, de laisser Afi Nguesson, qui est venu prendre en otage notre parti, que nous avons créé avec la sueur et les emprisonnements. Parce que nous l'avons nommé
il est venu prendre le parti en otage et il me donne des conditions. Moi, rire dans la salle. J'ai entendu beaucoup de blagues. Et des blagues comme ça, je n'ai jamais entendu. Fin de citation. Au moment de lever la séance, il adresse à ce désiteur cette mise en garde. Et je le cite. Juste un dernier mot avant de nous quitter. En politique, il ne faut jamais faire du chantage. Sinon, vous faites ce qu'on a fait à Afi. Discours ahurissant par sa suffisance, son cynisme et son archaïsme. Les Ivoiriens attendaient le retour de l'homme de paix et du démocrate, nourri aux valeurs du socialisme. Ils découvrent un monarque qui se croit propriétaire du FPI, sa chose, dont il peut disposer à sa guise, nommant et renvoyant comme un gérant qui il veut et quand il le veut. Face à lui, les du parti sont des obligés. C'est lui qui les a faits. Les militants n'ont aucun droit et les textes du parti n'ont aucune importance. Le FPI n'est pas une chose. C'est une organisation politique qui, d'après ses statuts, et je cite, rassemble en une union volontaire les femmes et les hommes épris de justice et de liberté, engagés contre toute forme de domination sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Citation. Il est vrai que l'histoire du FPI est inséparable de la lutte et du parcours politique de Laurent Gbagbo. Mais c'est une grave erreur politique de réduire le parti à cette dimension et de nier le rôle moteur des cadres et militants du parti. Pendant des années, ces femmes et ces hommes ont supporté la réprobation générale, l'ostracisme, les humiliations de toute nature, les intimidations administratives, les pressions familiales et tribales, toutes sortes de blessures physiques, morales et psychologiques pour donner une assise au parti, pour le faire grandir et accéder au pouvoir d'État avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne s'est pas fait lui-même. C'est nous tous qui l'avons fait. Il nous doit un minimum de respect et de considération. Oui, le président Gbagbo m'a fait confiance et m'a appelé à ses côtés pour me confier d'importantes responsabilités. J'ai été son directeur de campagne en exil et son premier ministre à l'issue de notre victoire. Ces nominations étaient-elles justifiées ou non? M'oblige-t-elle à la soumission aveugle? Les désaccords avec certaines questions peuvent-ils être considérés comme une marque d'ingratitude? Il sait, comme moi, que ce mot ingratitude n'a aucune signification politique. Dans ce domaine, c'est l'homme qui fait l'homme, comme disent les Ivoiriens. Nous l'avons fait, en retour, il nous a fait. Il nous doit, nous lui devons. Dans ce domaine, règle les principes dont le principe de nécessité transcende les sentiments personnels. En conséquence, les décisions doivent être fondées sur des critères objectifs. C'est au nom de ces critères objectifs qu'en plusieurs circonstances, le président Gbagbo m'a confié ces importantes missions. Il l'a fait non par complaisance, mais par intérêt, par nécessité politique. J'ai quitté ces responsabilités quand d'autres nécessités plus grandes et d'autres objectifs se sont imposés. La générosité et l'ingratitude n'ont rien à voir dans ces affaires. Au demeurant, je me considère comme un fondateur du FPI, au même titre que tous ceux qui se prévalent de ce statut. En 1986, quand je prenais contact avec Simone Gbagbo dans la clandestinité, le parti était en gestation et il était la première responsable, pas quelqu'un d'autre. Laurent Gbagbo était en exil en France. Avec Laurent Gbagbo, nous nous sommes rencontrés pour la première fois en novembre 1988 à son retour en Côte d'Ivoire. J'étais depuis 2 ans secrétaire général de la base clandestine de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications, où j'assumais la fonction de directeur des études et des stages. Le FPI n'avait ni argent, ni poste ou avantage à distribuer.
mais des épreuves à supporter et à surmonter. Au nom de mes convictions, j'ai accepté ma part de preuve. J'ai tiré profit de ma position pour apporter au plan humain, matériel et financier ma modeste contribution à la réinstauration du multipartisme et au premier pas du FPI. J'étais là au moment de la déclaration officielle de la naissance du parti. Pendant 15 ans, de 1986 à 2000, j'ai mené toutes sortes de missions d'animation et d'animation du parti sur mes fonds propres, sans un sou de qui que ce soit. Physiquement, intellectuellement, moralement et financièrement, j'ai donné au parti, comme de nombreux cadres à travers le pays, grâce à qui le FPI est ce qu'il est aujourd'hui. Vouloir faire admettre que le FPI est la propriété privée d'un individu est une tentative d'escroquerie, une imposture. Cette dérive autocratique était observable depuis notre accession au pouvoir en 2000, et particulièrement avec la crise de la rébellion armée de 2002. Progressivement, le président Gbagbo s'était éloigné du parti et de tout ce qui pouvait constituer une entrave à son pouvoir personnel. Parce que le FPI refusait de se taire dans la gestion de la crise, on a créé le CNRD pour tenter de l'étouffer. La LMP a été suscitée pour porter la candidature de Laurent Gbagbo à la place du FPI et pour marginaliser le parti et ses dirigeants dans la conduite de la campagne électorale de 2010. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo quitte le FPI parce que le parti lui oppose et lui impose la démocratie, lui refuse l'idolâtrie et le culte de la personnalité. Alors il part pour se tailler un parti de mesure. Il rêve de vampiriser le FPI et le réduire à une enveloppe vide. C'est faire injure aux militants du FPI que de penser qu'ils sont sans conviction, qu'ils sont des suiveurs. Laurent Gbagbo nous oblige à choisir entre l'autocratie et la démocratie, entre le passé et l'avenir. Il nous demande d'abandonner l'héritage de tant d'années de lutte, de sacrifice et de victoire, et de le suivre dans une nouvelle aventure pour sa seule gloire, nos risques et périls. J'appelle au rassemblement de tous les militants du FPI, de tous les courants d'opinion au sein du parti. Restons fidèles à nos convictions, à notre histoire. Faisons le choix de l'avenir. Alors je m'interroge avec vous. Qu'avons-nous fait de la confiance que les Ivoiriens nous ont accordée en 2000? La réalité, dans toute sa crudité, est que nous avions le pouvoir et que nous avons perdu le pouvoir. Ce n'était pas une fatalité. On ne peut pas en attribuer la seule responsabilité aux autres. Nous avons perdu le pouvoir parce que notre intelligence des situations, notre sens stratégique n'ont pas été à la hauteur des défis auxquels nous étions confrontés. Nous avons commis des erreurs de jugement sur le désarmement, sur la commission électorale indépendante notamment. Nous n'avons pas su appeler à la vigilance et les discours de lucidité. La vigilance devant la CPI est une joie pour chacun d'entre nous. Soit désormais adversaire ne change rien à cela. Mais si nous voulons aller de l'avant, nous ne devons pas nous prendre. Il s'agit en aucun cas de réhabilitation en action au titre de président de la République. Il ne ramène pas le Front populaire ivoirien au pouvoir. Il ne ressuscite pas davantage les morts. Il ne console pas les familles endeuillées. Et nous serions les uns et les autres très mal inspirés de considérer qu'il nous donne le droit d'être hautains, suffisants, et de proposer aux Ivoiriens de replonger dans le même film d'horreur. Ce ne serait jamais ma ligne et ma démarche. Ma ligne et ma démarche sont celles de la renaissance de notre parti au service de l'alternance pour une nouvelle espérance. De ce point de vue, même si une rupture peut s'apparenter à une forme de deuil, elle comporte aussi une dimension libératrice,
puisque toute notre énergie sera désormais consacrée à ce projet que nous avons présenté aux Ivoiriens. Si nous voulons reconquérir le pouvoir d'État, nous devons changer de logiciel. Dans cette nouvelle page de l'histoire du FPI, nous sommes désormais dépositaires de l'héritage, de l'histoire, des valeurs de la gauche. La renaissance de notre parti passe par une modernisation de sa pensée, de son organisation, de sa gouvernance. Nous nous y emploierons. Nous saurons retrouver le fil interrompu de cette confiance dont les Ivoiriens nous ont autrefois honorés. Dans ce combat pour l'alternance, je prendrai toutes mes responsabilités. Je les ai d'ailleurs toujours prises. Je continuerai de me battre pour les valeurs de démocratie et de progrès que nous avons toujours partagées. Le comité central qui vient de se réunir a entériné la rupture. Il me met en mission désormais pour mener ce combat de la renaissance et de la modernisation du FPI au service du progrès et de la démocratie en Côte d'Ivoire. La rupture a ceci de salvateur que nous consacrerons désormais notre énergie à l'essentiel. Dans quelques semaines, nous nous retrouverons lors d'un congrès extraordinaire. D'ores et déjà, chacun d'entre nous est en réalité en mission pour décrypter, expliquer sur le terrain à nos concitoyens les enjeux de cette renaissance, pour remobiliser le Front populaire ivoirien en vue de la reconquête du pouvoir en 2025. Vive le Front populaire ivoirien pour une Côte d'Ivoire prospère, fraternelle et solidaire. Je vous remercie pour votre écoute et suis maintenant à votre disposition. C'est un confrère Gelette. Oui, ici. Prince Bengassou, Afrique Soir. Félix Léa serait notre voix. On a combien déjà? Aristide, Tidiane, Amandou, Bengassou. Félix va être dans les 5, je pense. Ok. Je passe mon micro à Alcine Benantena pour sa question. Bonsoir Président, bonsoir à tous et à toutes. Dans votre propos liminaire, je suis Christian Agenda, je suis le directeur de publication du magazine Lutte Afrique à l'Est du continent. Je suis aussi certains dimanches consultant sur NCI en tant qu'éditorialiste. Président, je voulais vous remercier pour la réception que vous avez consacrée avec chez vous, où je voulais vous inviter au lancement de votre magazine. Et vous avez dit dans votre propos liminaire, vous avez dit quelque chose de très intéressant sur le champ politique et des champs de pouvoir. Vous avez parlé de la Renaissance, vous avez reconnu les erreurs lorsque vous étiez au pouvoir. Et lorsque vous avez reçu, vous avez donc parlé du pluralisme qui a existé avant les indépendances et il y a eu donc cette erreur. Et dans votre conclusion, vous avez dit pouvoir fraternel. Est-ce que vous reconnaissez que cette Côte d'Ivoire n'a pas été suffisamment fraternelle aussi
suis Armand Bigot, je suis journaliste à DNews TV. Alors, Monsieur le Président, vous venez d'acter le divorce d'avec ce que vous avez toujours appelé la branche 6 ans du FPI, donc incarné par Laurent Gbagbo. Parole ivoirien qui se demande que désormais PC de FPI sans Laurent Gbagbo qui est son leader, qui est son leader protesté et qui l'a porté pendant plusieurs années. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Prince Bengassou du site d'information en ligne Afrique Soir. Réagissant à la création d'un nouveau parti politique, Sam Lafondé a décidé, il a dit que la décision du président Gbagbo était salutaire. Aussi, il a affirmé, et je le cite, Affinrisson peut maintenant dire qu'il va au RHDP parce qu'il y a longtemps qu'il travaille au RHDP. Que répondez-vous à cette affirmation? Merci, Monsieur le Président du Front populaire ivoirien. Je suis Félix Tila, S'il vous plaît, une minute. S'il vous plaît, je vais. Oui. Je suis Félix Tila, journaliste à Parfois. Monsieur le Président, selon les informations à notre possession, votre collaborateur, le député de Mars Plateau, M. Sia André, qui est député FPI, serait en train d'être courtisé fortement par des pro-Gbagbo. L'information dernière que nous avons, c'est que le mercredi dernier, le ministre Léon Monnet serait rendu même à son domicile, rien que pour l'amener à rejoindre les rangs du nouveau parti que le président Gbagbo s'apprête à mettre sur pied. Êtes-vous informé de cela et quel commentaire faites-vous? Merci à tous nos confrères, Monsieur le Président. On va les 5 premières questions. On va parler de M. Bassou la. Merci. La première question de M. Nkenda. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Nkenda, chez moi, c'est l'araignée. Une espèce très, très futée. Alors, est-ce que c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas fraternelle que nous insistons sur cette notion? Oui, il faut dire que la fraternité ivoirienne est malmenée depuis une trentaine d'années par les crises successives que le pays a connues et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne vivent pas en harmonie, en symbiose comme on l'aurait souhaité. Il y a beaucoup de méfiance. La politique, l'ethnie, parfois même la religion, a causé beaucoup de dommages à la cohésion nationale et à la fraternité ivoirienne. C'est un chantier important dans le cadre de la réconciliation, parce que nous ne pouvons pas devenir une très grande nation, une nation forte, capable de relever les défis auxquels le pays est confronté, si nous ne réglons pas cette question de la cohésion, de la fraternité, de manière à ce que nous soyons ensemble, solidaires, au-delà de nos spécificités, de notre diversité, de nos divergences d'opinions philosophiques ou religieuses. Il faut qu'on se considère d'abord comme frères et sœurs. Et c'est ce chantier qui a été d'abord le premier chantier dans toutes les grandes nations que nous connaissons aujourd'hui. Et l'État a été véritablement dans ces pays le ciment de la cohésion nationale. Un État républicain, un État équidistant de toutes les ethnies, de toutes les religions, de tous les citoyens, un État qui fait la promotion de l'égalité, l'égalité sur tous les plans, l'égalité juridique, l'égalité dans l'accès aux soins, un État qui est reconnu par les citoyens comme un État légitime,
auxquels ils accordent leur allégeance, parce qu'ils lui font confiance, parce qu'ils savent qu'il est paravent, le bouclier pour leur sécurité et pour la construction de l'avenir. C'est cela qui pose problème aujourd'hui. Quand on regarde par exemple la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens n'ont pas la même attitude vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'État. Il y a ceux qui lui font allégeance et il y a ceux qui lui ont tourné le dos. Il y a ceux qui le contestent. Il y a ceux qui le subissent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais qui ne sont pas en phase et qui parfois même peuvent être tentés d'engager des actions contre l'État parce qu'ils veulent que tout cela soit réformé. Et donc c'est tout ça qui constitue des défis et la fraternité ivoirienne fait partie de ces défis que nous devons relever. Qu'est-ce que nous apportons dans le cadre de la Renaissance au plan idéologique? Mais c'est véritablement la Renaissance. Vous savez, hier nous parlions de la refondation. Aujourd'hui nous parlons de la Renaissance. Pourquoi? Parce que le pays est confronté à d'autres problématiques, à d'autres défis que nous ne connaissions pas, auxquels nous n'étions pas confrontés au moment où nous parlions de la refondation. Le défi de la cohésion nationale. Ça aussi, c'est un élément important. Ce problème ne se posait pas de la même façon il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est une dimension essentielle qu'il faut intégrer dans la vision politique, dans notre vision politique, dans notre démarche et dans notre façon d'appréhender l'avenir du pays. Il y a la question de la relation avec les étrangers. Vous savez, on a besoin de l'ivoirienté. La relation, la cohésion avec les Ivoiriens. Philosophiquement, il faut prendre position. Est-ce qu'on est pour la xénophobie? Est-ce qu'on est pour le nationalisme étriqué? Ou au contraire, on s'inscrit dans une dynamique de la mondialisation? Parce que la mondialisation est une réalité que nous vivons, qui nous impose des responsabilités, qui nous impose une façon de voir les choses, qui nous impose un état d'esprit, une mentalité qu'il faut accepter et qu'il faut voir comment on l'intègre, on la gère. Il y a la question des étrangers en Côte d'Ivoire. C'est un problème. Sur cette question, je ne suis pas sûr que tous les partis politiques aient la même position. Il y a ceux qui certainement seraient heureux qu'on jette tous les étrangers à la mer. Il y a nous qui sommes un parti internationaliste, un parti qui s'inscrit dans une dimension de la mondialisation et qui savons que ce phénomène est un phénomène historique, que de tout temps, depuis l'Antiquité, il y a eu toujours des étrangers dans d'autres pays, que cette situation évolue selon les contextes, que nous devons faire avec et voir comment nous intégrons ces étrangers comme une dimension importante, comme une ressource pour le développement de notre nation. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances se combattaient pour accueillir les exilés allemands, les nazis, les chercheurs. Certains aux États-Unis ont été à la source de l'invention de la bombe atomique, d'autres en Union soviétique. C'est donc dire qu'il faut savoir utiliser l'étranger. Aujourd'hui, des pays comme le Canada ont besoin de main-d'œuvre et font appel à des ressources humaines qualifiées. Nous aussi, nous devons avoir une politique de l'immigration pour voir comment, de par notre position, nous faisons en sorte que la Côte d'Ivoire soit une nation en avance, soit un creuset, soit vraiment un pôle de développement régional. Donc, il y a ça. Il y a la question économique. Depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'a pas changé sur le plan économique. Une économie agricole. Or, c'est à travers l'économie, la nature de l'économie, qu'on juge le degré de développement d'un pays. Vous allez en Europe,
l'agriculture représente moins de 2% du produit intérieur brut. Mais chez nous, on avoisine, on dépasse les 25%. Et l'industrie est minoritaire, de même que les services. Parce que nous sommes restés un pays exportateur de matières premières brutes. Si nous ne transformons pas ça, nous ne pouvons pas devenir une grande nation. Mais comment nous transformons? Avec qui nous transformons? Ça aussi, il y a des variations selon les pays et selon les partis politiques. Nous voulons une économie qui s'appuie principalement sur les ressources nationales. Que l'économie, le développement économique soit le fruit de notre énergie, de nos efforts, de notre intelligence, d'abord, avant même de faire appel. Et que donc nous soyons présents, que nous encourageons les jeunes qui veulent s'engager dans les activités économiques, que nous mettions en place des moyens d'accompagnement techniques, financiers, pour que les Ivoiriens s'approprient leur économie et qu'ils soient eux-mêmes les moteurs du développement de leur économie. Il y a la question internationale, j'en ai parlé, il y a la question sociale. Et c'est une dimension importante. Aujourd'hui, l'école est sinistrée, la santé est un mouroir, la pauvreté est grandissante. Il faut une politique. Nous voulons être le parti de la modernisation sociale. Parce que nous savons que le capital humain est le premier facteur du développement d'un pays. Et le capital humain, c'est à la fois l'éducation, c'est à la fois la santé, c'est soit l'environnement social. Il faut un peuple éduqué. Quand vous avez 50% de votre population qui est analphabète, vous ne pouvez pas envisager un développement économique. Parce que 50% d'analphabètes, c'est 50% d'handicapés. Il faut donc une vigoureuse politique pour l'éducation. L'éducation des jeunes, des enfants, mais l'éducation aussi des adultes. Une école populaire qui prenne en compte tout le monde, tout au long de leur vie. Et qu'à tout moment, les Ivoiriens aient une opportunité de continuer à apprendre, de continuer à améliorer leurs connaissances, de continuer à les adapter, à se mettre au niveau des défis modernes. Si Internet intervient, ceux qui n'ont pas connu Internet à l'école doivent avoir les opportunités de connaître Internet, etc. C'est ainsi que nous pouvons avoir un grand pays. Donc voilà un certain nombre d'éléments, mais malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion de déployer tout ça pendant les élections de 2020. Dans les semaines, mois à venir, vous nous verrez plus souvent sur ces thématiques, parce que ce sont sur ces questions que les Ivoiriens attendent les hommes politiques. Est-ce que j'ai proposé au président d'être son vice-président à l'occasion de la rencontre que nous avons eue à Bruxelles? Oui. Lui a proposé ça. Mais pourquoi j'ai proposé? Parce que ce n'est pas courant, ce n'est pas anodin que quelqu'un qui est président dise « Bon, je descends, être vice-président et toi, prends la présidence ». Est-ce qu'on voit ça souvent? Est-ce qu'on voit ça souvent? Les gens qui sont présidents, souvent, ils s'accrochent à leur présidence et ils se débattent. Et le président Laurent Gbagbo lui-même s'est accroché. Quand les uns et les autres disaient qu'il avait perdu le pouvoir et qu'on faisait même la guerre, que des gens mouraient, est-ce qu'il a dit non? Au nom de la vie humaine, je cède le poste de président à Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a dit ça? Il s'est accroché. Il a accepté que les gens meurent autour de lui. Que tous ses partisans fuient le pays. Que toutes leurs maisons soient détruites. Que ceux qui n'ont pas fui, on les arrête pour les envoyer en prison. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors pourquoi il peut considérer que c'est une insulte que je lui dise « Prends le poste de président que moi je vais me contenter de vice-président ». Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit la même chose à Alassane Ouattara? Non, mais
Ça dit qu'aujourd'hui, après, les gens disent, les enfants là, ils parlent mal. C'est ça le problème en Afrique. C'est ça le problème en Afrique. Ah ouais, Afi, il parle mal. Mais c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'on lui parle. Comme on dit chez nous, c'est la mauvaise façon de frapper un enfant là, qui entraîne sa mauvaise façon de pleurer. Donc, je lui ai proposé ça. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que pour moi, l'unité du FPI passe au-dessus de tout. Pour l'unité du FPI, pour que le FPI soit uni, je suis prêt à céder. Mais pourquoi j'ai décidé d'être vice-président, premier vice-président? C'est même pas parce que c'est important. Quelqu'un qui a été président, qu'est-ce que j'ai trouvé dans vice-président? Après avoir été président, et donc être le porte-parole, le porte-flambeau, être dans tous les forums. Je sais que vice-président, ce n'est pas toi le président. Mais pourquoi? Parce que c'est une condition de l'unité. On veut mettre tout le monde ensemble. Il faut d'abord que nous deux, là, on se mette ensemble. Nous deux, on se met ensemble. Et parce que nous deux, on est ensemble, mes partisans vont venir, tes partisans vont venir, et on va être tous ensemble. C'est tout. Sinon, moi, là, président du FPI, j'ai dépassé ça. Ce n'est plus président du FPI que je cherche. Je cherche le président de la République de Côte d'Ivoire. Les gens se trompent, ils croient que je suis accroché au poste de président. J'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça. Et moi, je serai à la place de Laurent Gbagbo, je ne viserai même pas ça. Je suis même... Figurez-vous qu'en 2013, quand je suis sorti de prison, le professeur Albert Thévodiré, paix à son âme, est venu ici, je ne sais pas si c'est le président Ouattara qui l'a mis en mission, et il a cherché à me rencontrer. On s'est rencontrés à l'hôtel Ivoire. Je crois qu'on était ensemble, voilà, à l'hôtel Yama. Et la question qu'il m'a posée, si Gbagbo revient, qu'est-ce qu'il va faire? En ce moment, le président Gbagbo était à La Haye. Qu'est-ce qu'il va faire? Je n'ai même pas hésité. J'ai dit, s'il vient, il va faire la réconciliation. Que je ne vois pas le président Gbagbo, après tout ce parcours et puis tout ça, aller encore s'engager dans un débat partisan. Les gens vont lui dire ceci, il va dire que je crois qu'il a dépassé ça. Donc moi, je suis convaincu que s'il vient, il va faire la réconciliation parce qu'il a tout fait, il a tout eu. De manière à ce que demain, si Dieu le rappelle, ce soit la Côte d'Ivoire entière, dans sa diversité, qui l'accompagne. C'est ce que j'ai dit, sans hésiter. Parce qu'en 2013, j'étais convaincu de ça. Je n'ai jamais imaginé que le président Gbagbo allait me faire une guerre pour le poste de président du FPI. Je n'ai jamais imaginé ça. Et lui-même, il a dit, Aïssia, quand on a été grand, il faut savoir rester grand. Est-ce que vous me voyez en train de me battre avec Afi pour le poste de président du FPI? Et Albert Thévodiré m'a dit, mais est-ce qu'il peut donner un message? Je lui ai dit, mais le gars, il est enfermé à La Haye. Quel message il peut donner? Que si vous voulez vous envoyer quelqu'un, le rencontrer, je suis sûr. Parce que moi, à ce moment, toutes les voies et moyens pour régler pacifiquement la crise, c'est ce que je cherchais. Et je sais que c'est la négociation. Nous, les hommes politiques, notre principal instrument, c'est la négociation, les conciliations, les rencontres, la recherche de compromis. Donc, tout ce que tu peux faire pour dénouer une crise, toutes les hommes, toutes les personnalités que tu peux rencontrer pour influencer une situation, tu peux le faire. Donc, quand il m'a dit, est-ce qu'il peut donner un message? J'ai dit, si vous envoyez quelqu'un, il dit, qui tu vois? Dans un premier temps, j'ai proposé M. Konan Bani, Charles Konan Bani, qui était à cette époque président de la CVR, la Commission de dialogue, vérité et réconciliation. Et puis après, je me suis rappelé que Charles Konan Bani a été Premier ministre de Gbagbo et que ça ne s'est pas très bien passé. Donc je me suis dit, ce n'est pas peut-être forcément la meilleure personne. Et j'ai proposé Monseigneur Koutoua. Je dis, ouais, Monseigneur Koutoua, si vous l'envoyez. Malheureusement, à cette époque,
son éminence avait un problème de santé, puisque c'est à cette époque qu'il a fait la chute et qu'il a eu des fractures. Et moi-même, je l'ai rencontré, puisque quand je suis sorti de prison, j'ai fait les visites de toutes les personnes. Je l'ai rencontré, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que, ah, voilà, Albert Tevaudier m'a posé tel problème, voilà ce que je lui ai dit. Et il devrait lui aussi, après rencontrer Monseigneur Courtois, je n'ai plus suivi. Mais je vous raconte ça pour voir dans quel état d'esprit moi j'étais en 2013, vis-à-vis des ambitions du président Gbagbo. Moi, je le mettais à un haut niveau. Donc je lui ai proposé ça, parce que je voulais une solution. Et quand j'ai dit vice-président, là, ce n'était pas pour l'emmerder. Ce n'était pas pour faire du chantage. Mais pour dire, si on est ensemble, ça va faciliter l'unité. Parce que, imaginez, on dit on fait l'unité, on dit Gbagbo est président, et puis on ne voit pas Fi. On ne le voit pas dans l'organigramme. Il a disparu. Est-ce que les Ivoiriens même, les simples Ivoiriens même, ils vont se poser des questions? Et ils ne vont pas croire en la sincérité de cette unité. Tout ce qu'ils vont dire, c'est que Gbagbo a éjecté Afi. Mais peut-être que ça peut être un honneur pour toi, parce que peut-être que c'est ce que tu veux. Mais ce ne sera pas ce qui va fonder l'unité du FPI. Donc dans cette affaire d'unité, le malentendu, c'est ça, avec Gbagbo. C'est que lui, ce n'est pas l'unité du FPI qu'il cherche, mais la reddition d'Afi et de son camp. La reddition d'Afi et de son camp. Mais est-ce que notre reddition, là, ça fait l'unité? On est dans un parti politique. On n'est pas deux États qui se font la guerre. Même deux États qui se font la guerre, ils arrivent parfois à des compromis, à des accords pour mettre fin à la guerre. Ils ne se battent pas jusqu'à ce qu'un des pays capitule. Et donc, voilà pourquoi on n'a pas pu s'entendre qu'il a trouvé cela comme un crime de lèse-majesté, le fait de dire, bon, si tu prends la présidence, tu es le vice-président, comme tu es ici, que pour le moment tu n'as pas encore la possibilité de venir en Côte d'Ivoire, j'assure l'intérim jusqu'à ton retour. Est-ce que si j'ai dit ça là, j'ai insulté? Alors les Ivoiriens se demandent ce que pèsera le FPI sans Laurent Gbagbo. Mais cette question, moi, je peux la ramener à que pèse la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est à cela que je remène. Parce que la crise que nous vivons, c'est la crise au FPI, c'est la crise de la démocratie. Et le problème que le président Gbagbo pose en disant « je me mets à côté là », c'est un test de la maturité démocratique au sein du FPI. Un test. Est-ce que vous avez, dans le parti où vous êtes, est-ce que vous êtes là-bas par conviction ou bien vous êtes là-bas parce que je suis là-bas? Pour tester, il se met là et puis il va voir. Quels sont ceux qui vont aller? Ceux qui vont aller, ce sont ceux qui n'ont pas de conviction, qui suivent un individu, qui suivent une personne et qui vont là où la personne va. Et ceux qui vont rester, ce sont les militants. Ceux qui sont dans un parti par conviction, dans le respect des règles que le parti s'est donné, et qui vont voir passer les dirigeants. Hier, Gbagbo, aujourd'hui Afi, après-demain Nkenda, etc., etc. C'est tout. Donc c'est un test de la maturité démocratique. Moi, j'ai mené le combat pour la démocratie et je me suis engagé par rapport à mes convictions démocratiques. Quand je suis là, Gbagbo, là, ce n'est pas parce qu'il est grand, il est bêté, il est beau, ce n'est pas pour cela. C'était par rapport aux idées. Sinon, je suis issu d'une région qui était originellement 100% PDCI. Et quand je m'engageais en 1986, mon grand frère même était maire PDCI. Et il a très mal pris le fait que je me suis retrouvé au Front populaire ivoirien. On a été
brouillé pendant 10 ans. Mais je suis resté. À ce moment, ce n'était pas que le FPI est au pouvoir. Si je rentre, je vais avoir des postes. Je vais avoir des avantages. Le FPI même était dans la clandestinité. C'était un parti clandestin en 1986 quand je rentré. J'ai pris ce risque par conviction. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis libre de parler. C'est pour ça que je suis libre de parler, parce que les risques là, je les ai pris depuis toujours. Et si j'ai pris ce risque vis-à-vis de Oufoué, comme on dit chez nous, aïe. Non, moi je suis libre, parce que je veux marcher sur la base de ma valeur et de mes convictions. Celui qui pense que je vaux quelque chose et que je peux apporter quelque chose, bon, on marche. Celui qui ne veut pas marcher avec moi, il n'a pas de problème. Donc moi, la question, par exemple, où les gens disent, oh bon, celui-là va partir, celui-là va... Moi, je ne me pose pas cette question. Les gens sont libres d'aller. Les gens sont libres d'aller où ils veulent. S'ils choisissent l'autocratie, ce serait seulement dommage pour la Côte d'Ivoire. S'ils choisissent le sentimentalisme, ce serait seulement dommage pour la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que ce n'est pas dans l'autocratie, pas dans le sentimentalisme que la Côte d'Ivoire va relever les défis. Ce n'est pas dans la complaisance, dans la soumission aveugle. Ce n'est pas avec des gens sans colonne vertébrale, des gens qui rampent devant d'autres hommes. Ce n'est pas avec ça que l'Afrique va sortir de la misère et de la pauvreté. Avec des gens debout, qui savent assumer leurs convictions, qui savent défendre, qui savent perdre, mais qui cherchent à gagner aussi. Moi, je suis là, aujourd'hui, là, si même je suis seul, ça me dit pas. Vous voyez, solitude, là, je connais ça depuis. Quand j'ai rentré au FPI, j'étais seul. Donc, je connais la solitude. Et en politique, celui qui a peur de la solitude ne va nulle part. Celui qui a peur de la solitude, il va rentrer seulement là où il y a du monde. Mais tu ne brilleras pas. Tu n'apporteras rien. Tu seras dans les rangs. Moi, je veux marquer l'histoire. Je veux ouvrir des voies. Même là où les gens pensent qu'il n'y a pas de chemin là, on va ouvrir le chemin. Donc c'est ce défi-là, parce que nous voulons, le FPI doit être différent du RHDP, différent du PDCI. Le FPI ne doit pas être un parti qui vit sur le clan et l'ethnie. C'est commode, c'est facile. On contrôle le clan du centre. C'est facile, on présente, on est élu. On contrôle le clan du Nord, on n'a pas besoin de programme, on n'a pas besoin de décliner une vision. On est élu. C'est tout facile, mais ça mène le pays où? Ça mène le pays à la guerre des clans. Nous voulons promouvoir une autre façon de voir la politique. Nous voulons promouvoir la démocratie. Nous voulons rassembler les Ivoiriens autour de projets politiques, autour des principes. Parce que c'est seulement de cette façon que nous pourrons mettre fin à la division. Que les Ivoiriens vont se rassembler autour des idées et non autour des ethnies. Et vous allez voir ensemble les gens du Nord, de l'Est, de l'Ouest, dans la même formation politique. À partir de ce moment, il peut se faire de guerre ethnique. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une position minoritaire par rapport aux élections législatives. Mais notre ambition, c'est que ce que nous représentons, ce que nous portons, imprègne toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce combat-là que nous allons mener. Donc, le FPI fait son parcours et nous allons tous regarder ce que cela va donner. Mais quand je regarde la grande mobilisation de ce jour, je considère que nous avons déjà gagné ce pari. Tous ceux qui connaissent Gbagbo ont vécu avec lui. Certains même ont bénéficié de ses largesses. Certains même sont issus de la même région ethnique que lui. Mais ils sont là parce qu'ils sont des
combattants de la démocratie. Parce qu'ils sont des militants de la démocratie et des libertés. Et je sais que demain, beaucoup vont nous rejoindre. Parce que même au sein des GOR, ceux qui étaient là et qui nous combattaient n'ont jamais envisagé d'aller créer notre parti politique. Ils sont attachés au FPI. Donc par rapport à ce que Gbagbo leur propose, les contradictions entre nous vont devenir secondaires. Et je suis sûr que nous allons nous retrouver. Parce que la contradiction principale, c'est aujourd'hui, est-ce que je pars à l'aventure ou bien est-ce que je reste au FPI et je trouve un compromis avec mes amis? Et je suis sûr que beaucoup vont choisir de trouver un compromis avec nous plutôt que d'aller à l'aventure. Alors, sans l'Africain dit que la décision de Gbagbo est salutaire, que maintenant il peut aller au RAGP. J'aurais pu ne pas répondre. Parce que, et je pense même que vous-même, les journalistes, quand vous prenez les questions là, prenez des questions. Une question, c'est celle qui est posée par quelqu'un qui est significatif. C'est ça qui est une question. Mais le problème, c'est qu'ici en Afrique, bon, cette distinction, on la fait pas. Mais en Europe, on ne donne pas la parole à n'importe qui. Oui, oui. En Europe, les journalistes ne donnent pas la parole à n'importe qui. Ils donnent la parole à des gens qui représentent quelque chose dans la société. Et souvent, il y en a qui font ça. Comme ils ne représentent rien dans la société, ils font ça pour qu'on les voie. Ils font preuve d'impertinence pour qu'on s'intéresse à eux. Mais on ne s'intéresse pas à quelqu'un parce qu'il est impertinent. On s'intéresse à quelqu'un parce qu'il a quelque chose à apporter au pays. En termes de pensée politique, en termes de vision politique, en termes de valeur. C'est à ce moment-là qu'il faut s'intéresser. Mais parce que quelqu'un insulte, il dit n'importe quoi, et puis on va lui prendre le micro. Qu'est-ce que vous voulez même? Faire ça. C'est pour faire quoi? C'est pour promouvoir quoi? Bon. Alors Félix a dit qu'il y a des rumeurs autour de Sia André. Ce sont des fausses rumeurs. Voilà. Sia André était ici au secrétariat général. Mais vous savez, il peut pas. Sia André, c'est un vieux militant. Quitter, aller, c'est loin de lui. Je pense même que si des gens devaient partir, il sera parmi les derniers. Voilà. Pour dire que ce n'est même pas dans sa tête. Voilà. Donc, ceux qui sont là, ça fait 7 ans, même 10 ans, qu'ils avaient l'occasion de partir ou de rester. Hein. Et ils sont restés. Donc, je ne vois pas, je ne dirais pas que personne n'ira. Mais pour le moment, quand je regarde le parti, depuis le secrétariat exécutif que nous avons réuni mercredi, secrétariat général jeudi, et ce samedi, comité central, les camarades sont droits dans leur botte. Les camarades savent qu'ils ont fait un parcours avec Gbagbo, ils n'ont rien contre lui, mais ils sont des militants du FPI, et ils restent là où ils étaient. Et donc, Sia André n'est pas parti, mais je sais aussi qu'il va avoir tout ça. Vous avez parlé du ministre Léon Monnet qui va démarcher. Ah oui, parce que dans l'autre camp, je ne crois pas qu'il y ait la sérénité. Hein. Je ne crois pas du tout qu'il y ait la sérénité parce que ils se sont lancés un défi. Ils se sont lancés un défi.
Et donc, il faut que, d'une manière ou d'une autre, ils trouvent des voies et moyens pour relever le défi. Donc, ils vont faire appel à toutes les ressources possibles, les pressions, les intimidations, aller peut-être parler à des parents puis qui disent à leurs enfants, bon, ceci, qui les menacent. Ils vont faire tout ça comme au vieux temps du parti unique. Parce que de toute façon, eux, ils ne croient pas à la démocratie. Donc, ils n'ont pas un problème de dire laissons les gens se décider librement d'être au FPI ou bien de venir avec nous. Ils vont le faire. Puisque pendant toute la crise, ils l'ont fait. Moi-même, j'en ai été victime. Comme je te dis, quand ils avaient parlé de cette affaire de président Gbagbo, candidat à la présidence du FPI, alors qu'il n'avait pas fait de candidature, et puis que je résistais, ils sont partis jusqu'à appeler mes cousins qui étaient à Bengourou, 2 cousins pour venir me dire, allez-y dire à votre petit frère de retirer sa candidature. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais je ne suis pas sûr qu'ils pourront remplir leur enveloppe avec des défections dans notre camp. Ok. Bon, je crois qu'on a fini de... Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, on va prendre selon les dernières listes. Romaric. Il y a une autre maire. Oui. Karamoko Mamadou. Oui. Kofo est déjà dans le soutien du Ban de Tiesma. On a une fois. Kofo. Il y a 3 noms. La liste va être close. Elle est close. Vous dites? Donc, le micro a remarqué. C'est Romaric, hein? Oui, Romaric Foy, Ivoire TV.net. Président, bonsoir. Très heureux de vous retrouver depuis longtemps. Vous avez parlé longuement, vous avez eu le beau rôle depuis ce 9 août, la décision du président Laurent Gbagbo de créer un autre parti. Mais moi, je voulais savoir, avant la chute du président Gbagbo le 11 avril, quelle était la nature de vos rapports pour que, en si peu de temps, cela s'est détérioré et que vous en arrivez à une opposition où vous avez maintenant essayé de parler d'union. Et dans votre discours, vous êtes plein de l'égocentrisme du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on ne peut pas vous opposer vous-même ce même défaut? Parce que vous avez dit que vous voulez être secrétaire et vice-président, vous avez parlé de tout ce que vous avez fait pour le parti, et même vous avez plus ou moins régné votre arrivée au FPI, comme ce serait Gbagbo qui vous a fait venir. Selon vous, c'est Simone. Et tout ça, est-ce que vous n'êtes pas vous-même aussi quelqu'un à qui on peut reprocher l'égocentrisme? Je vous remercie. La rédaction du débat ivoirien. La rédaction du débat ivoirien. Président, je cite au cours du discours du président Laurent Gbagbo, quand il rencontrait ses partisans, il a dit Afrique, il y a autre chose. On nous a envoyé Afrique, on peut nous envoyer quelqu'un d'autre. Cela sous-entendrait que vous avez un deal avec le pouvoir en place ou avec l'extérieur. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, président, quel est le contenu de l'enveloppe que le président Laurent Gbagbo vous a laissé?
faut. aux journalistes à l'Abidjan. Alors, la première question est que, on sait que le gouvernement Gbagbo, dans son discours, on sent qu'il a tourné la page à Fingissa. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le président Fingissa peut nous dire si, entre Gbagbo et lui, c'est définitivement fini, ou est-ce qu'il entend encore essayer quelques rapprochements? Secondo, il y a des jeunes qui sont proches de vous, qui, la semaine dernière, ont adhéré au RHDP via le parti Concorde. Et ils appellent ça Concorde RHDP. Les jeunes répondent comme ça. Donc c'est ça. En quel commentaire est-ce que vous faites de ça? Est-ce que ça n'atteste pas le fait que les gens disent que vous êtes avec un deal avec le pouvoir? Merci beaucoup. Je demande aux responsables du parti de faire preuve de patience. C'est une conférence de presse. Et nous sommes en conférence de président pour répondre aux questions des journalistes. Monsieur le Président, c'est peut-être avec la question. La deuxième des listes. Ok, merci. Bien, alors, quelle était la nature de nos rapports, les rapports avec le président Gbagbo avant le 11 avril? Oh, mais c'était la nature des rapports entre un président de la République issu du parti et le président du parti lui-même. C'est ce type de rapport qu'on avait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions tous deux concernés par la marche du pays, concernés par les problèmes qui se posaient au pays. Parce qu'un parti politique, son objectif, c'est de pouvoir, s'il est au pouvoir, de pouvoir conserver le pouvoir à l'occasion des élections. Donc, s'il est au pouvoir, il voit comment il peut aider le gouvernement à résoudre les problèmes dans la mesure de ses possibilités, dans les domaines où il peut intervenir, notamment par exemple dans le domaine de la mobilisation, de la sensibilisation, de l'explication du programme du gouvernement, dans le domaine aussi peut-être des analyses et des réflexions avec certains responsables du gouvernement. C'est ça le rôle d'un parti qui est au pouvoir, de manière à ce que le gouvernement ait de bons résultats et qu'à l'occasion des élections, les Ivoiriens, les citoyens lui renouvellent leur confiance. Bon. Le président aussi doit être dans la même dynamique, à savoir qu'il a avec le parti une ressource politique à sa disposition pour mener des activités, des actions là où il estime nécessaire, de manière à ce qu'il y ait une synergie entre le travail du parti et le travail du gouvernement. Donc c'est ce type de rapport. Mais dans ce type de rapport, la qualité peut être variable selon les gens, les hommes qui sont en face, selon la perception des uns et des autres. Et comme je l'ai indiqué dans ma communication, pendant l'exercice du mandat du président Gbagbo, les rapports n'ont pas été toujours, je dirais même fusionnels, n'ont pas été toujours fusionnels, n'ont pas été synergiques. Il n'y a pas eu de rapport synergique. Je l'ai dit, donc je n'ai pas besoin de dire autre chose. Et nous l'avons déploré. Nous l'avons déploré. À un moment donné, je peux même dire que le parti a disparu de l'environnement du président. Le parti a disparu de l'environnement du président. À plusieurs reprises, nous avons eu des rencontres, d'explications, pour essayer de voir comment on peut harmoniser, comment on peut caler les choses. Parce que le parti a des ressources humaines, il y a des cadres, des gens qui ont été ministres et tout ça, qui sont là, qui sont disponibles et qui peuvent aider, qui peuvent apporter. Mais pour des raisons qui
qui sont personnels. Et je pense que ce qui leur peut-être reprochait le plus au parti, c'est cette liberté de ton, cette liberté d'opinion, cette indépendance d'esprit. Je crois que c'est ça qui irritait le président Gbagbo. Il préférait avoir autour de lui des gens qui obéissent plus qu'ils ne réfléchissent. Or, les militants, eux, ayant été à la base du combat pour l'accession, avaient à cœur de tout faire pour que le parti reste au pouvoir. Donc, ils n'avaient pas le droit d'avoir la langue de bois. Ils n'avaient pas le droit de ne pas être exigeants, de ne pas être rigoureux sur les choses. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Ça a créé le problème. C'est pourquoi j'ai dit que c'est cette dérive. Et vous avez remarqué qu'à un moment donné, il y a d'autres structures qui sont nées à l'initiative du président Gbagbo, le CNRD. Personnellement, en tant que président du FPI, je continue de croire qu'ils ont créé le CNRD pour étouffer le FPI. Comme on parlait beaucoup, on va les mettre tous dans une grosse casserole, comme ça. Ceux qui sont à la tête, ils vont parler et puis eux, ils vont se taire. Et vous avez vu que même pour la campagne, bon, c'est une autre structure. Le président il a invoqué des arguments tactiques. Mais moi, je continue de croire que quand tu vas en guerre, il faut compter d'abord sur tes propres troupes. Et dans une campagne électorale, on compte d'abord sur les zones où on a un potentiel électoral. C'est-à-dire on ne délaisse pas les territoires où tu as un potentiel pour aller investir dans la latérite. Voilà. Là où tu sais que tu ne vas pas envoyer l'argent, ton budget de campagne, là, tu mets là-bas. Et puis là où c'est bien, où tu peux avoir, tu ne fais pas de travail. Ça, c'est une erreur stratégique. C'est une erreur stratégique. Il faut investir là où c'est bon, pour creuser au maximum, avoir un taux de participation élevé et un bon résultat. Même si c'est 2 ou 3 régions, tu t'appuies d'abord sur ces 3 régions. Et puis tu fais un peu dans les autres régions pour ne pas être totalement écrasé. Mais quand tu laisses tes partisans aller prendre un mercenaire pour la campagne, on a vu quand ça a chauffé, on ne voyait plus les mercenaires. J'étais obligé de monter au créneau encore en 2000. Parce que moi, c'est mon parti, c'est mon président, il faut qu'il me sacrifie. Mais les mercenaires, jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore vu. C'est nous, on a mis en prison ici. Parce qu'on continuait de crier Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo ici. Au lieu d'aller faire allégeance à Ouattara et puis avoir les milliards, les postes ministériels, tout ça. Parce que le 11 avril, quand on tombe, j'avais le choix. Il y en a qui sont partis faire allégeance à l'hôtel du Golfe. Des proches de Gbagbo. Pourquoi moi je ne suis pas allé? Et que j'ai demandé aux gens même de ne pas aller d'aller faire allégeance. Mangou est là pour témoigner. Yaoundé est là pour témoigner. Koulibaly Mamadou est là pour témoigner. Quand ils sont partis, je leur ai dit, vous faites quoi là-bas? Et c'est pour ça que j'ai été en prison. Alors quand les gens me parlent de deal, de trahison, j'ai ri. Si je veux trahir Gbagbo là, c'est le 11 avril. Je pouvais faire comme Mamadou Koulibaly qui a considéré que Gbagbo a perdu une cave, laisser les gens tranquilles et puis Ouattara va gouverner. C'est ce que Mamadou Koulibaly a dit. Tu as perdu, il faut laisser. C'est ce que lui a dit. Il pouvait dire la même chose. Et puis aller retrouver tranquillement Ouattara pour dire, bon, d'ailleurs il est parti, en tout cas, voir comment on fait. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai continué de défendre la cause de Gbagbo. Ne serait-ce que même pour le principe. Donc c'est... Voilà nos rapports. Moi, j'ai essayé, dans la mesure du possible, de rester loyal.
J'ai essayé. Et même aujourd'hui, là, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Si on n'a pas de problème personnel, on a des problèmes politiques. Donc, sur le plan personnel, là, moi, je n'ai aucun problème. Hein. Demain, si je suis à Mama, je vais aller chez lui. Et puis, bon, s'il m'invite, on va manger. Puis, on va parler. Il va me demander, bon, comment va le FPI? Je vais lui expliquer. Moi aussi, je vais lui demander, mais comment va ton parti? Et puis, il va m'expliquer. Parce que ça n'a rien à voir. Il ne faut pas créer de confusion. Voilà, il ne faut pas créer de confusion. Nous, là, on n'a pas d'aigreur vis-à-vis de Gbagbo. On n'a pas d'aigreur. Et on n'oublie pas que nous avons quand même passé une bonne partie de notre parcours politique ensemble. Qui sait, si demain on va faire une alliance avec son parti pour accéder au pouvoir, parce que l'exemple de l'ADEMA et du RPM est là. Le RPM est sorti de l'ADEMA au Mali, mais après, quand IBK a gagné, il a gouverné avec le l'ADEMA, jusqu'à ce que leur gouvernement soit renversé par la junte militaire. Donc en politique, il faut prendre acte de ce qui se passe, il faut rester fidèle à ses convictions, il faut mener sa barque, mais il ne faut pas avoir d'ailleurs vis-à-vis des uns et des autres. Non, il nous a quittés, vraiment, on va en découdre. Comme certains le font chez eux, où ils parlent sans retenue et ils disent des choses, bon, ce n'est pas nécessaire. On peut faire des critiques.